La meilleure façon d'apprendre, c'est de discuter avec des gens. Et c'est pour ça que j'adore de plus en plus faire des podcasts. Parce que là, celui que je vais faire là, c'est un autre en fait, quoi. C'est une autre masterclass. Surtout autour de l'humain, surtout dans la tech en fait. Dans cet épisode, j'échange avec Vincent Jobard pour parler d'animation, d'agilité, de DevOps, d'IA, de l'environnement social dans lequel on vit et comment tout ça favorise les équipes tech dans lesquelles on travaille en fait. Il parle de production logicielle, de sens, motivation des équipes, de trouver un sens pour que tout le monde se sente impliqué dans la fabrication logicielle, des nouvelles normes de fabrication logicielle, de nouveaux ordres dans lesquels on forme le logiciel. Et ça vraiment, dans lequel il faut animer les équipes, ça pour moi c'est game changer en fait. Je sais que vous allez adorer l'épisode, je voulais juste l'écouter et puis n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. À très bientôt pour l'autre. Je voulais commencer par vous soumettre un cas que moi j'ai eu récemment. J'ai discuté avec quelqu'un, parce que je sais que vous êtes beaucoup dans tout ce qui est management et tout ça. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui s'est mis à son compte en tant que freelance. Et ce qu'il me disait, c'est en gros, quand j'ai fait mon parcours dans les entreprises pendant à peu près 5 ans, et je me suis rendu compte que ce monde-là n'était pas pour moi, parce que c'est un monde qui est très politisé en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors effectivement, le monde, moi c'est pareil. Moi maintenant, je suis plutôt en prestation de service et Ouais. effectivement, je ne fais, j'essaie de ne plus être en interne parce que je me rends compte aussi que c'est très politisé. Et justement, aujourd'hui, j'essaie dans les conférences que je fais un petit peu partout en France de parler de toutes ces problématiques d'enjeux de pouvoir qu'on Mhm. rencontre, parce que quand on fait de la transformation, finalement, on se heurte justement à ces murs de politique et qui ne sont pas en fait dans les frameworks qu'on utilise, les frameworks agiles, on nous en parle pas. Et en fait, du coup, ça échoue parce que il y a plein d'enjeux qui vont être différents. Il y a par exemple les enjeux de budget, mais qui vont faire en sorte que du coup, ça se finit en sorte de bataille politique entre guillemets, mais c'est pour avoir quel département, quelle division va avoir du budget, qui c'est qui va pas avoir du budget. Peut y avoir des guerres d'ego, des personnes qui veulent augmenter leur capital symbolique au détriment des autres. Et finalement, on se retrouve, moi, ce que je vois dans les entreprises que j'ai accompagnées, j'ai toujours accompagné des grands groupes, que finalement, les théories bourdieusiennes du champ social et des rapports de domination dans les champs, en fait, s'appliquent parfaitement à l'entreprise et que en fait, c'est une organisation une organisation humaine et donc forcément, les règles de la sociologie s'y appliquent. Et donc, moi, je préfère nettement aujourd'hui être un prestataire de service. Donc, moi, plutôt en société de conseil, mais Mhm. d'avoir un peu cette, on va dire, casquette de mercenaire. Mais c'est un peu comme un freelance, en fait. Aujourd'hui, on est des mercenaires. Mais du coup, quand vous dites que vous êtes des mercenaires dans les entreprises, en fait, l'autre chose que moi j'essaie de ma position de freelance aussi, c'est que quand vous êtes mercenaire, on vous voit comme un mercenaire souvent aussi. On vous confie vraiment très peu de tâches en fait, quoi, sur du long terme ou bien de tâches à enjeu. Je dirais ça comme ça, quoi, tout simplement. Alors, ça va être différent effectivement. Moi qui viens aussi de l'univers un peu technique, j'étais dans la prod avant j'ai fait du SRE, du DevOps, et maintenant je suis plutôt dans la transformation organisationnelle. Effectivement, quand on est plutôt sur la partie technique, on va nous voir comme et surtout du côté prod, plutôt comme on va dire des ouvriers, des gens qui n'ont pas leur mot à dire. C'est pour ça que moi Mm. j'ai changé de casquette et maintenant je fais plutôt du conseil et du consulting donc du coup en agilité et en transformation organisationnelle pour justement avoir le mandat pour essayer de pouvoir transformer les choses. Mais du coup, effectivement, les rôles sont bien séparés entre ceux qui agissent sur la technique et le produit et ceux qui agissent sur l'organisation. En tout cas, en France, c'est comme ça. C'est bien dommage parce que ceux qui font généralement ont de bonnes idées, mais il y a vraiment une segmentation entre ceux qui sont habilités à agir sur l'organisation et ceux qui sont habilités à agir sur le produit. Du coup, quand vous faites tout ce qui est transformation, en fait, il y a un sujet qui est très important et comme vous avez dit, c'est dans la conduite du changement. Et il y a beaucoup de l'humain qui rentre dedans, en compte.
Sauf qu'une boîte est là pour faire des sous, en fait, quoi. Une boîte n'est pas là pour, du moins, très peu de boîtes se soucient de l'humain, même si on le dit à l'entrée de la porte, en fait. Euh, Comment vous faites pour ramener toujours l'humain au centre du débat, en fait, là, pour le coup? Alors moi déjà, ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'une entreprise, ce sont des gens qui travaillent avec d'autres gens pour produire des biens et des services pour d'autres gens. Donc en fait, le dénominateur commun, c'est les gens. Donc Oui. c'est l'humain. En fait, sans l'humain, une entreprise n'a même pas de vocation d'exister. Mhm. Maintenant, on sait chiffrer, par exemple, les coûts humains de certaines décisions. Je crois que c'était de l'ordre de je crois 617 millions ou quelque chose comme ça d'euros annuels qui sont dépensés en Europe pour en fait, c'est ce que coûtent les risques psychosociaux. Donc en fait, quand on ne fait pas attention à l'humain, d'une part, on va bloquer le flux de délivré parce que du D'accord. coup, on va être moins performant pour livrer, etc. On va aussi entraîner donc des risques psychosociaux, de la démotivation, donc des gens aussi qui peuvent partir en burn-out. Et quand quelqu'un part en burn-out, en tout cas en France, il faut continuer à payer son salaire. Donc ça Mhm. coûte de l'argent et on peut pas le Mhm. remplacer. Mhm. Donc en fait, il y a vraiment des coûts cachés qui ne sont pas mesurés, mais qui sont pas négligeables. Donc remettre l'humain au centre du système permet aussi d'améliorer le système. Mais en fait, il faut comprendre euh, qu'en fait, on est dans un système humain complexe. Et si on retire le côté humain, en fait, on plante complètement l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont en difficulté, qui ne comprennent pas leurs difficultés, parce qu'en fait, elles ont oublié le facteur humain. En France, le rapport Gallup dit que le taux d'engagement est de 8% chez les salariés. 8% de taux d'engagement, c'est-à-dire le taux de désengagement, c'est 92%. Donc, on est quand même sur des problèmes majeurs avec aujourd'hui des RH qui se plaignent que la nouvelle génération, par exemple, ne veut pas faire d'heures supplémentaires, ne veulent pas travailler plus, Mhm. font pile leurs heures, donc ils sont en mode ah mais ils sont pas motivés. Bah non, en fait, ils voient bien que eux ils ont rien à y gagner et du coup là l'entreprise devient en difficulté parce qu'on a des gens qui aujourd'hui se disent on en a marre de se faire tout le temps avoir et maintenant on va respecter nos contrats. Et donc, les entreprises commencent à avoir des difficultés là-dessus. On se fait avoir. Est-ce que vraiment dans les boîtes on se fait avoir, j'ai envie de dire. euh, Par nous qui sommes dans la tech là, moi par exemple, mes heures supplémentaires, en fait, c'est un peu instinctif, quoi. Moi, je suis capable de travailler jusqu'à 20 heures ou 22 heures, sachant que même comme j'ai une vie de famille à côté derrière, certaines personnes disent, moi, je fais mes heures et après mes heures, ou bien quand je suis en vacances, par exemple, ne m'appelez pas, ne me dérangez pas, en fait, quoi. Est-ce que on reste juste dans le contrat de travail et on fait le travail jusqu'au bout, ou alors il faut s'autoriser comment dire ça, quelques ouvertures, j'appelle ça moi des ouvertures comme ça, quoi. Faut pas que ça devienne quelque chose de régulier. Par D'accord? exemple, si au bout d'un moment, en fait, si on commence à travailler tout le temps jusqu'à 20 heures, 22 heures et qu'on fait je ne sais pas combien d'heures, on compte pas nos heures, en fait, le patron, lui, il se fait Il va en l'argent sur le profiter. en fait, le capitalisme marche Ouais. sur l'exploitation du travail gratuit. Donc, c'est-à-dire, au-delà des heures que vous faites, en fait, les heures qui va vous rémunérer sont les heures que vous faites. Et ce que vous faites en plus, il va pas vous rémunérer et lui, il va se faire de la culbute dessus. En tout cas, Mhm. pas forcément le patron, mais les actionnaires, etc. Donc, Mhm. quand on est dans des situations de crise, effectivement, pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Si c'est toujours sans contrepartie et que ce soit toujours les mêmes qui travaillent et d'autres qui récoltent le fruit du travail, en fait, ça marche pas bien. Et aujourd'hui, s'il y a autant de désengagement, c'est parce que la nouvelle génération a bien compris qu'en fait, elle ne touchera jamais le fruit de son travail. En Mhm. France, les salaires sont quasiment gelés, tous les prix augmentent et donc la, on n'a plus assez d'argent pour. Il y a beaucoup de gens qui ont plus assez d'argent pour se nourrir, pour tout ça. Et donc, on leur demande toujours de travailler plus, notamment les jeunes, et sans contrepartie financière, sans contrepartie sur leur bien-être, etc. Forcément, au bout d'un moment, ils se disent non, on va s'en tenir au contrat et pas plus que ça parce que je n'ai rien à y gagner.
Mais là, vous dites que vous êtes, du moins, en tant que prestataire aujourd'hui, j'ai envie de dire, le temps que, quand on est en entreprise, le temps de monter en compétence ou bien le temps de formation pousse des fois à travailler un peu plus en fait, quoi. Est-ce qu'on ne dit pas, moi je travaille un peu plus parce que demain ça me servira pour, par exemple, me mettre à mon compte, quoi, tout simplement, quoi. Je suis pas sûr parce qu'en fait, au final, alors moi, je sais que je suis aussi un gros bosseur, hein, Ouais. mais parce que j'ai du mal à m'arrêter et je suis obligé de me mettre des alarmes Après, de c'est vrai qu'il prévention. faut aimer, effectivement, il faut aimer, effectivement, être Euh, en train de bosser tout le temps. voilà, non, mais il y a des gens qui peuvent être en état, quand je suis en état d'hyperfocus, effectivement, je n'arrive pas à m'arrêter et Mhm. je peux zapper mes pauses, etc. Mais globalement, par exemple, le temps de formation doit être compris dans le temps de travail. Bien sûr, hein. Parce qu'en fait, si du coup, on considère que, bah, non, il faut que former les gens sur leur temps personnel, non, normalement, c'est le temps pour faire autre chose que le travail. Mhm. Si c'est pour un employeur, si c'est pour, du coup, bah, donner sa force de travail à un employeur, bah, du coup, même la formation, ça rentre là-dedans. Donc Mhm. et aujourd'hui, le modèle capitaliste tend à faire en sorte que les gens donnent du temps gratuit parce qu'en fait, le temps, c'est une ressource qui est fixe. On a tous 24 heures dans une journée. 4 heures. Mhm. Donc là, on est tous égaux sur le temps. Mhm. Mais sauf que, s'il y a quelqu'un qui vous prend plus de temps que nécessaire, c'est à votre détriment à vous. Donc il faut trouver, le bon équilibre, et c'est aujourd'hui la rémunération, elle sert à acheter du temps de travail. Et si en Mhm. fait, bah, on vous demande de dépasser, on vous dit: «Bah, offre-moi du temps gratuitement». Ouais. Voilà, là, il y a quelque chose qui est, un déséquilibre, un rapport de domination, parce que souvent, ce sont vos employeurs qui vont vous demander ça. Là, on parlait tout à l'heure en offre de comparer un peu nos visions ou bien nos visions culturellement, j'ai envie de dire. Moi, je viens par exemple du Cameroun, où déjà avoir un travail, c'est bien. Ou du moins, c'est un succès positif, c'est un succès. Du coup, les gens, du moins, nous, par exemple, on est capable de, du moins, euh, involontairement, voilà, on fait du dépassement de soi. Déjà, au moins pour garder son poste déjà, et progressivement maintenant venir demander quand on devient indispensable dans une entreprise, en fait, quoi. Deuxième chose encore que moi je vois aussi culturellement, au-delà de garder son emploi, c'est que, par exemple, moi, dans les entreprises européennes, le midi, par exemple, quand on, quand les équipes ont mangé ensemble, c'est souvent comme si on avait programmé le temps de pause, en fait. On dit à midi, on mange ensemble, des trucs comme ça. Or, d'où je viens, par exemple, du Cameroun, surtout que je connais un peu plus, c'est instinctif, en fait, j'ai envie de dire. À la pause, du coup, quand on se retrouve dans un restaurant, c'est, comment on dit ça, c'est pas programmé, c'est pas préparé, c'est du terre à terre, en fait, j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que quand vous regardez ces deux comparaisons-là, vous vous dites, l'humain qui travaille en Afrique est plus intégré dans sa boîte, mais s'intègre mieux que celui qui est en Europe, en fait? Alors, du coup, moi, j'ai pas beaucoup de comparaisons sur les autres pays européens. Moi, je connais que la Mm. France. Mm. Et alors, en France, on a d'une part, pareil, on a un taux de chômage qui est assez, assez conséquent. Et donc aujourd'hui, bah, il y a des gens qui s'accrochent à leur travail parce que, bah, pour pas perdre leur travail et pas se retrouver au chômage. Mhm. Et malgré ça, en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que même si on est très intégré au travail, et cetera, nos employeurs peuvent nous licencier comme ça, sans état d'âme. Moi, c'est Ouais. ce qui m'est arrivé récemment. J'ai été Mm. énormément appliqué et j'ai été licencié sans état d'âme. Mm. Donc il y a un moment donné, on se pose aussi la question: «Est-ce que ça vaut le coup de rester autant appliqué?» parce qu'en fait, ça n'offre même pas de garantie sur le fait de garder son travail. Mm. Donc voilà pour cette partie-là et Mm. concernant les pauses déjeuner, nous en France, c'est assez souvent moi dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, on mange ensemble. D'accord. Alors peut-être qu'on va pas se Systématiquement? quasiment systématiquement, sauf si on a vraiment une course à faire ou des choses comme ça. Ouais. Ça peut arriver qu'on ait une course à faire ou un rendez-vous entre midi et 2, mais Mm. régulièrement, on essaye de manger ensemble et moi, ce que j'aime bien aussi en tant qu'aujourd'hui, bah, comme, je fais du scrum mastering, du coaching agile et ça m'est arrivé des fois d'avoir des équipes, un peu distribuées ou d'être en télétravail. C'est quand Mhm. même de faire l'effort nécessaire, au moins une à 2 fois par semaine de me déplacer pour aller voir les collègues, pour manger ensemble. Pour moi, c'est très important
parce que ça permet aussi de les La connaître, cohésion. Ouais. de connaître les gens, de connaître voilà, dans les discussions off, de connaître un petit peu, par exemple, leur vie de famille, les cultures aussi d'où ils viennent, parce que du coup, en France, on a, surtout dans l'IT, pas mal de gens qui viennent des pays du Maghreb ou des pays d'Afrique, et donc ça Mm. permet aussi du coup d'en apprendre un peu plus. Et je parle pas de gens qui sont nés en France, hein, je parle vraiment des gens qui ont fait leurs études en Afrique, au Maghreb, et donc ont vécu là-bas, qui viennent. Et donc, du coup, on a vraiment un apport culturel des autres pays. Et ce sont des échanges qui sont pour moi très enrichissants et qui permettent ensuite, quand on fait des accompagnements, d'aller chercher ci ou là des références culturelles pour accrocher les gens. Donc, Mm. Vous voilà, je savez sais que pas si quand ça vous répond à dites, la question. vous savez que quand vous dites en Afrique au Maghreb, pour les puristes comme nous, c'est comme si vous avez cité deux continents. Comme vous avez dit, le continent africain, c'est l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça, quoi. Donc nous, pour nous, les Africains, comme on dit, quand vous dites le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, vous avez cité deux continents différents. Et pourtant, eux, comme nous, on se dit encore que non, là, vous faites une différence. Comment ça, vous nous séparez involontairement, quoi. En fait, c'est pas parce que les cultures sont un peu différentes entre la culture maghrébine, qui est plutôt une culture arabe, et Ouais. les cultures et puis les cultures plus africaines. Mm. C'est pas du tout les mêmes cultures. C'est pour ça que j'ai fait la différence entre les deux. C'est que Ouais. enfin moi, je côtoie beaucoup de Sénégalais, par exemple. C'est pas du tout la même Mhm. culture que la culture C'est pas la même culture, ouais. des pays du Maghreb. Donc c'est pour ça que j'ai fait la Mm. différence, Bien sûr. même si c'est le même continent africain. Mm. Il y a une différence culturelle entre ces deux pôles. En tout cas, Et moi, je connais effectivement, ce que plus vous dites là, c'est vrai, c'est vrai. Moi, moi, pour moi qui ai fait les deux parties de l'Afrique, en fait, effectivement, ça se ressent très vite, en fait. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai Mm. fait cette différence. Ouais. Non, mais ce que vous dites là, c'est très intéressant, surtout pour la partie humaine au travail, ou bien l'intégration de l'humain au travail. Et donc, vous qui êtes plus aujourd'hui dans l'animation des équipes et donc beaucoup porté sur l'humain, parce que moi, je dis souvent, quand on est Scrum Master, ça veut dire qu'il faut être à même d'écouter les problèmes des gens et réussir à les motiver à continuer leur travail. C'est quoi le plus dur pour vous, en fait, au quotidien? Le plus dur au quotidien, ça dépend des situations. J'ai des situations assez compliquées où quand les équipes sont en crise et les gens sont déjà en burn-out, pour aller récupérer, c'est très compliqué. En fait, il est Hmm. beaucoup plus facile de démotiver quelqu'un que de le motiver. D'accord? Donc quelqu'un qui est démotivé par des choses qui peuvent arriver dans une entreprise, typiquement, il a pas eu ses augmentations, il a pas eu, il se sent pas valorisé par ses managers. Après, en tant que Scrum Master ou coach agile, nous, on n'a pas forcément beaucoup de leviers d'action. Du coup, c'est vraiment l'organisation dans laquelle on s'inscrit qui va empêcher son épanouissement. Et après, nous, on nous demande de faire des miracles, mais c'est pas possible. J'ai eu des cas aussi un peu compliqués à gérer où les gens il faut partir du principe que dans les rapports de domination, il y a souvent des fois de la servitude volontaire. C'est-à-dire que on autorise quelqu'un à nous dominer. En fait, du moment donné où on n'autorise plus à le dominer, il a plus de prise sur nous. Et moi, j'ai vu beaucoup d'équipes qui, notamment dans le développement logiciel et quand on est sur des gros produits, quand le product manager arrive avec ses business owners et qui demande plein de choses, en fait, elles Mhm. se sentent obligées de les faire et donc de se mettre en surcharge et de se mettre en danger. Et quand on leur dit, bah non, en fait, vous ne pouvez pas, enfin, ça, c'est irréaliste de tenir le plan que vous voulez faire, du coup, elles nous prennent pour des gens dogmatiques, alors qu'en fait, nous, on voit bien la réalité du terrain. Et donc voilà, ce biais de vouloir éviter le conflit en se soumettant, en fait, peut enclencher des fois des difficultés dans l'accompagnement des équipes. Et tout De ça, l'autre c'est de la côté, psychologie sociale, c'est bah, de... c'est ça. Ouais. Mm. C'est beaucoup de psychologie que vous faites au final, quoi. Vous, les Scrum, en fait, au final, quoi. Bah, c'est la psychologie sociale, beaucoup de sociologie. Moi, j'ai compris, par exemple, aussi que, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que Scrum Master ou coach agile. J'avais un mandat par mon client, j'avais du coup, donc non seulement j'avais le mandat, mais j'avais le contrat et cetera, et donc je pensais que j'allais pouvoir transformer l'équipe. Et quelque chose que j'ai découvert récemment dans mes lectures, en sociologie, c'est qu'en fait, le pouvoir,
c'est pas le papier qui va vous donner le pouvoir, c'est pas le mandat et il est pas inné le pouvoir. Le pouvoir, ce sont les gens qui vont vous le donner. Et donc, en fait, si vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pourrez rien faire. Et donc, ça peut arriver d'être dans des situations où l'équipe, elle n'a pas envie de changer. Et tant que vous essayez de vouloir les conform ouais, d'essayer de les transformer, en fait, elles seront en opposition. Et donc, en fait, il faut arriver, en fait, à se faire, alors pas adopter, mais du coup, heu plutôt être là dans, on va dire, dans leur paysage et au fur et à mesure, en fait, va y avoir le côté voilà, être apprivoisé par l'équipe. Il y a qu'en étant apprivoisé par l'équipe qu'on pourra les aider à changer. On a parlé du côté qui est un peu difficile. C'est vrai que tout le monde parle de ce qui est difficile. Et moi, j'aime bien aussi qu'on dise qu'est-ce qui est positif du coup, ou bien qu'est-ce qui est facile pour vous au quotidien en tant que Scrum, ou bien animateur d'équipe. Moi, j'appelle ça comme ça, quoi. Alors, c'est pas de l'animation, on fait de la facilitation d'atelier, mais on fait pas D'accord? d'animation. Dans le boulot d'un Scrum Master, d'un coach agile, il y a aussi toute la partie auprès de l'organisation à retirer les obstacles, et cetera. Donc c'est pas de l'animation et on n'est pas des géos de Club Med. On est vraiment là, on est l'huile dans les rouages du moteur de l'organisation. Donc, Mhm. donc ça va être plutôt les amener à réfléchir. Alors moi aujourd'hui, ce que j'essaye plutôt de faire, c'est de faire émerger leurs propres solutions. C'est-à-dire essayer. Alors, est-ce que c'est le moi, c'est ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire émerger leurs propres solutions. Maintenant, c'est pas une tâche forcément facile, mais c'est quelque chose qui est gratifiant quand je vois qu'ils arrivent progressivement à trouver leurs propres solutions et à évoluer un peu comme un parent en fait. Quand on est parent, on va pas faire les choses à la place de nos enfants. On va laisser nos enfants expérimenter et on va être content de voir quand ils expérimentent et qu'ils arrivent à devenir plus habiles. C'est ce qui nous rend fiers. C'est pareil en fait pour les équipes. C'est eux qui doivent parcourir le chemin et nous on doit être juste là pour les guider un peu pour qu'ils puissent expérimenter sur le chemin. Là, vous parlez de la partie faire émerger la propre solution. Moi, il y a une partie, il y a un élément là qui m'intéresse, c'est, du moins, j'aimerais avoir votre vision là-dessus, justement. C'est que moi, quand je suis dans les équipes, ou bien quand je travaille avec des équipes en mode agile, euh, les tâches, j'en ai dit, les tâches techniques qu'on aimerait faire sont très peu planifiées pour qu'on puisse justement faire émerger nos solutions, en fait, quoi, dans les entreprises. Parce que si le PO ou bien le product owner arrive avec ses priorités, souvent ces priorités-là passent au-dessus de ce que les équipes veulent faire en interne. Et des fois, ça crée aussi de la dette technique, en fait, qui est souvent difficile à rattraper derrière. Alors, j'ai souvent vu ça, notamment quand j'ai accompagné beaucoup d'équipes techniques. Et l'une des grosses difficultés, en fait, quand on est technicien, c'est d'arriver à expliquer, enfin, apporter, mettre un concept de valeur derrière, en fait, les évolutions qu'on veut faire. Quand on veut faire une évolution technique, c'est soit souvent pour éviter des problèmes de sécurité. Et donc, du coup, en fait, si on adopte une vision produit, réparer des failles de sécurité ou empêcher une faille de sécurité, finalement, la valeur, c'est d'empêcher la perte de valeur. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, en tant qu'utilisateur, j'aimerais pas que mes données se baladent dans la nature. Donc du coup, il faut sécuriser la base de données. Mais en fait, il faut réussir, voilà, à transcrire en termes de valeur au niveau produit parce que, voilà, donc c'est soit une mise à jour parce qu'il peut y avoir une opportunité. Je veux mettre à jour telle librairie parce que ça va nous permettre, par exemple, de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui va apporter de la valeur. Mais il faut être en capacité pour un technique de traduire ce que l'on veut faire en termes de valeur, en termes de vision produit. Et le problème, c'est que souvent, dans les équipes, il n'y a pas cette culture. Donc moi, j'essaye aujourd'hui d'apporter ça dans les équipes que j'accompagne en disant voilà, qu'est-ce que tu veux faire, explique-moi et moi je t'aide à le tourner d'une bonne formulation pour que en fait ton PO et tes parties prenantes vont comprendre que c'est dans leurs intérêts. C'est juste une question de bêtement de formulation en fait et de C'est un exercice de compréhension communication pas culturelle. facile, souvent.
Oui, mais c'est juste une fois qu'en fait on utilise la même langue, Hmm. les PO sont pas contre. C'est simplement qu'on va utiliser des langues différentes entre les Ouais. techniques et le produit. Hmm. On est 2 champs sociaux distincts et donc du coup, on a 2 cultures qui sont distinctes et en fait, on ne se comprend pas. Mais dès qu'on a fait cet effort de traduire et donc le plus simple, c'est de traduire dans leur langue en vision produit, bah, du coup, là, ça devient très facile parce que oui, bah, on veut pas perdre de l'argent parce que, bah, par exemple, si on fait pas telle mise à jour, on risque d'avoir un problème de sécurité et donc de se retrouver avec des problèmes réglementaires, notamment par exemple le respect de la RGPD en Europe. Bah, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial en risque. Bon, bah voilà, le risque est pourtant pleinement identifié, puis le risque monétaire. Donc voilà, faut savoir juste traduire les opportunités, les risques et les opportunités. Comment vous arrivez dans les équipes ou bien dans les groupes que vous accompagnez aussi à trouver le bon équilibre entre une organisation ou bien une équipe cohérente en termes de profil et et de valeur et une équipe et enfin une équipe performante en fait quoi. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est forcément compétent ou bien qu'on est performant au moins sur le point de communication dont on vient de parler quoi. Je suis tombé que sur des équipes dysfonctionnelles. Et puis où on ne peut pas trop agir sur les profils de l'équipe, donc faut faire avec. D'accord. Mm. Donc dans ces cas-là, il faut faire petit à petit, essayer d'amener des choses pour les amener à essayer au moins de qu'ils communiquent, de casser un petit peu les silos. Donc ça a dû m'arriver qu'une seule fois où j'étais dans une équipe qui était plutôt bien capée et plutôt performante. Mais Mm. dans beaucoup, c'est déjà essayer de faire en sorte de se laisser de la marge pour se dire: «Là, on va pouvoir expérimenter pour, petit à petit, essayer de se comprendre les uns les autres et s'améliorer en continu». C'est déjà une grande bataille de leur faire comprendre qu'il faut se dégager du temps et qu'il faut ralentir pour pouvoir accélérer. C'est déjà une très grosse bataille. Du coup, moi j'ai une question là derrière, c'est quand vous avez dans une équipe qu'il faut apporter des petites choses comme vous dites, c'est quoi comme petites choses concrètement, quoi, un exemple de petites choses en fait, quoi. Oh, ça peut être, il y a plein de choses. Alors moi, je me base souvent, comme je suis enfin, je viens de la mouvance DevOps et je suis coach DevOps. Moi, je me base Mhm. souvent sur, DORA, DevOps Research and Assessment, qui est un Ouais. laboratoire de recherche de maintenant qui est chez Google et qui, Mhm. en fait, a un modèle où il explique, en fait, on a des capacités, les capacités vont prédire, des métriques et en fait, du coup, qui permettent de mesurer, en fait, l'avancement et ça va Mhm. permettre de prédire des résultats tant au niveau organisationnel que sur l'humain. Et donc il y a à peu près plus d'une trentaine de capacités. Donc ça va être des Mhm. capacités, par exemple, qui vont être liées au process, par exemple, limiter l'encours. Tout simplement, c'est ce qu'on fait déjà normalement, ce qu'on fait déjà en ligne, c'est de se dire: «On va pas commencer plus de choses qu'on est capable d'en finir» et pas Mhm. avoir un gros stack de choses bloquées. En fait, il va falloir débloquer au fil de l'eau. Ça, Donc c'est là, sur la on est vélocité de l'équipe, ouais. voilà, donc là, on est vraiment sur l'aspect flux et puis, du coup, bah, voilà, pas, par exemple, si on travaille encore en silo et que, il y a qu'une seule, un ou une seule testeur ou testeuse, bah, ça sert à rien de lui mettre, 4 ou 5 trucs qui arrivent en même temps parce qu'en fait, la personne ne pourra pas le faire en même temps. Donc du coup, bah, il va falloir se dire que là, il y a qu'une chose qui peut arriver, donc elle va contraindre tout le flux et donc d'avoir une approche un petit peu lean. Va y avoir par exemple, comment on va pouvoir tendre vers de, l'automatisation et vers de l'intégration et du déploiement continu. Mhm. Parce que du coup, bah, ça permet au bout d'un moment de pouvoir valider, et d'avoir toute la partie intégration continue, les tests, et cetera, pour pouvoir, bah, pousser en production. Comment on va faire les tests en amont plutôt qu'en aval? Donc planifier tous les tests. Donc il y a plein de choses et suivant les contextes, les environnements, et cetera, les équipes vont pas démarrer de la même manière. Quand je fais des formations Dora, pour des clients, souvent j'ai des tech leads qui ont des contextes complètement différents. Et quand je leur demande, bah, demain, par quoi vous allez commencer, chacun va commencer par une capacité différente. Parce que dans son contexte,
C'est ce qui fait le plus de sens dans son contexte, dans la situation dans laquelle il est au moment donné où je donne l'information. C'est quoi les indicateurs prioritaires pour vous, du moins ce que vous mettez le plus en avant du coup, quand vous faites une formation d'aura par exemple? Alors moi, du coup, les indicateurs, même quand je fais l'accompagnement, si je les ai pas, moi je me mets les indicateurs d'aura, donc à savoir le temps de changement, enfin le temps pour qu'un changement arrive en production. Donc à partir D'accord. du moment où en fait il est validé et qu'il arrive en production, c'est ce qu'on appelle la boucle externe. Mhm. Et donc voir s'il n'y a pas des problématiques de process, de change, par exemple. Je ne sais pas si vous avez ça, le change advisory board, le CAB. Et les Mhm. personnes, c'est une gouvernance qui dit go no go quand on leur Ouais. donne leur truc. Et des Mhm. fois, elles se réunissent une fois par semaine. Si on loupe le créneau, il faut encore attendre 2 semaines, etc. Elles demandent je ne sais pas combien de papier. Et du coup, Mhm. c'est pas fluide. Et donc, ça oblige à livrer plein de trucs en même temps. Et quand on livre plein de trucs en même temps et qu'il y a un des éléments qui marche pas comme prévu, c'est difficile à savoir bah, d'où vient l'élément qui est problématique. Donc, donc, par exemple, moi, je calcule ça, la fréquence de déploiement, le taux d'erreur sur les échecs des déployés en production. Donc, Mhm. c'est-à-dire, bah, on a fait 3 déploiements pendant le sprint. Sur les 3 déploiements, bah, il y en a un qui a raté. Bah, voilà, je suis à 30% de taux d'erreur. Et puis, je sais plus c'est lequel. Bah, et puis bah, le nombre d'erreurs en fait. Donc oui, il y a le taux et puis il y a le temps pour remettre le système en marche après une erreur livrée en production. Donc soit par un rollback, Une soit par un correction. voilà Ok. une correction. Donc voilà, il y a au moins ces 4 indicateurs là que je mets. Moi, j'aime bien aussi mesurer la vélocité de mes équipes, non pas pour voir leur performance, mais plutôt pour mesurer leur prédictibilité et de voir en fait leur capacité à faire. Parce que souvent, par exemple, je vais avoir des équipes, ça m'est arrivé, leur capacité réelle, quand on regardait dans Jira, c'était de 67 points. Alors, ça va rien dire aux gens qui nous écoutent et ça correspond à eux, mais du coup, ils étaient capables de faire 67 points d'effort par rapport à leur définition de point d'effort et ils Mhm. s'engageaient sur 120 points ou 130 points. Donc, on se Ouais. doute bien qu'en fait, ils allaient pas pouvoir terminer. Mhm. Donc, c'est plutôt de calculer leur vélocité réelle, de dire, bah, vous pouvez faire que 67 points. On va se laisser une marge pour pouvoir bah, gérer les imprévus et aussi essayer de faire un peu d'amélioration continue. Donc, moi, je vous propose de prendre tant d'US et ça va faire que sur 40 points. Alors, effectivement, ça râle en disant, non, mais tu comprends pas, on peut pas parce qu'on nous a demandé, on nous a demandé. Mais bah, leur taux de prédictibilité était bah, même pas, était de 30%, quoi. Donc, ça sert à rien de s'engager sur des choses qu'on va pas faire. Et Mhm. justement, on passe souvent plutôt bah, pour des gens qui sont pas professionnels quand on tient pas nos engagements. Alors que quand Mhm. on tient nos engagements, bah, finalement, on va passer pour des gens qui sont plutôt sérieux. Donc, et encore une fois, c'est la communication et mais on a une culture justement où on a tendance à croire que si on nous le demande, il faut le faire. Mhm. Et ça, Et du coup, c'est culturel. on a parlé de Jira tout à l'heure comme outil pour Mhm. mesurer la vélocité de l'équipe du coup. Euh, Est-ce qu'il y a une liste d'outils, en fait, dans la trousse à outils que vous avez quand vous arrivez dans une équipe, justement, pour suivre, d'abord collecter d'abord, parce que c'est souvent très difficile de collecter d'abord ces indicateurs-là, suivre les indicateurs et les améliorer, en fait. Alors moi, du coup, pour mettre en place, suivre enfin voilà, les indicateurs, j'ai remarqué que souvent dans les entreprises, elles essayent d'automatiser un maximum la récupération de ces métriques DORA, et à chaque fois, elles Mhm. se ratent. Et donc, du coup, j'ai déjà vu des outils qui étaient mal branchés, etc. Et donc, tout le monde qui prend des décisions sur des indicateurs qui reflétaient pas le Qui sont réel. pas les bons, ouais. Moi, je trouve le plus simple pour l'instant, enfin, le plus pertinent que j'ai trouvé pour le moment, ça reste le Google Form. Un Google Form et un Looker Studio. Et dans le Mhm. Google Form, bah, voilà, le temps que ça met entre j'ai fini un truc, un commit, et on l'a poussé en prod,
ça reste quand même assez facile à calculer à la main et donc à le reporter dans le Google Form. Le taux d'erreur En sur notant les chacune changements des dates aussi. chaque fois? Alors, pour cette partie-là, moi, je le mesure avec je sais plus comment il s'appelle. Il y a un indicateur ligne où on voit en fait quand est-ce que c'est rentré dans le backlog et quand est-ce qu'on Ouais. est passé en statut en production. Et donc, du coup, D'accord. je fais une moyenne. Donc ça, c'est assez facile. D'accord. Et après, les indicateurs, bah, combien on a fait de livrées de changements dans un sprint, sauf si on est une équipe ultra performante qui livre tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais pour l'instant, les équipes que j'ai accompagnées, c'était genre 2, 3 fois par sprint. Bon, bah, Mhm. ça va, c'est pas très difficile à calculer. Et donc, le nombre de fois sur 2, 3 fois qu'il y a eu des erreurs, c'est pas non plus difficile à calculer. Combien de temps ça a mis pour faire un rollback ou pousser un fixe, on l'a aussi rapidement. Donc, en fait, le formulaire avec derrière, du coup, un Google Sheet, un Looker Studio, ça reste encore pour moi le plus simple parce que derrière, le Looker Studio, moi, me permet de faire mes slides pour montrer à la direction, bah, on avance, enfin, en tout cas aux parties prenantes, on avance dans la bonne direction et du coup, voilà comment on mesure notre impact et on voit qu'on est dans l'amélioration. Pareil pour les indicateurs de vélocité et tout, moi, je reporte tout dans un truc et j'essaie de le mettre aussi, de rendre visible ces métriques dans Confluence, dans la page. Je fais toujours une page pour les sprints pour qu'en fait les managers et les parties prenantes puissent avoir accès à l'information rapidement sans déranger tout le monde de l'équipe. Mais il n'y a pas besoin d'avoir What's Me l'outil. Le plus simple, voilà, un tableur Excel ou un truc comme ça suffit largement. Il suffit simplement de vouloir mesurer. Donc c'est la Il y a, mesure il y a- l'outil. C'est la ouais, mesure l'outil. il y a dans la partie de ce que vous dites là, il y a un fond derrière, il y a une base derrière qui est tout ce qui est autour de la culture et des outils DevOps derrière pour automatiser au maximum et collecter au maximum. Est-ce que une boîte peut s'améliorer aujourd'hui sans faire du DevOps en fait? Ou bien une équipe d'ailleurs? Alors, déjà, il faut comprendre ce qu'il y a derrière DevOps. DevOps, ça D'accord? veut dire Development and Operation. Donc, ça veut Oui. dire qu'en fait, quand on crée un produit, il faut prendre toute la partie opérationnelle du produit. Donc, comment on va le mettre à jour, comment on va livrer le mettre à jour, etc. Avec la partie développement. On peut pas Mhm. séparer les deux. On peut pas séparer la production et le développement. Mhm. Après, derrière, il y a justement des bonnes pratiques à mettre en place pour faire en sorte de livrer plus vite. Et notamment, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, d'intégration et de déploiement continu, ce qui permet en Mhm. fait aux développeurs, enfin en tout cas aux gens d'une équipe produit, de se concentrer sur créer le produit. Comme ça, elles créent le produit, elles le mettent sur le tapis roulant, entre guillemets, et hop, ça arrive chez l'utilisateur. Mais donc, il faut qu'il y ait le moins de gêne possible dans leur flux de concentration. Parce qu'en Mhm. fait, il y a deux incidences là-dessus. C'est que plus on va gêner quelqu'un sur un flux de concentration, il faut savoir qu'on a notre mémoire RAM interne, nous les humains, elle est quand même très très faible. Et donc du coup, en fait, on va perdre énormément en temps quand on fait du context switching. Le temps de s'y remettre, etc., ça va être très compliqué. Et donc du coup, on va perdre en performance. Et en plus, chez certains profils, comme les profils neurodivergents hyperactifs, par exemple, ça va être encore pire et générer encore plus de frustration, de colère, etc. Et donc créer des tensions dans l'équipe. Donc en fait, tout ce qui peut faire en sorte de ne pas créer des tensions, il vaut mieux le mettre en place. Donc D'accord? progressivement, aller tendre vers de l'intégration et du déploiement continu, de l'automatisation, tout ce qui va surcharger mentalement un équipier. En fait, Ouais. il faut lui retirer toute la surcharge mentale pour qu'il se concentre sur la production de valeur. Là, vous commencez à donner les solutions pour que l'adoption du DevOps ou bien la philosophie DevOps rentre très facilement en place. C'est quoi les erreurs ou bien les améliorations que vous voyez dans les équipes encore aujourd'hui, dans cette montée en compétence ou bien adoption de tout ce qui est DevOps en fait? Moi, ce que je vois beaucoup, c'est la confusion entre l'automatisation, donc la partie Mhm. outillage, Mhm. et vraiment l'approche DevOps qui est une approche plutôt culturelle. Mhm. En fait, dans DevOps, il y a toute la partie effectivement technique qu'il faut mettre en place,
mais il y a toute une partie de process, il y a toute une partie de management à mettre en place. C'est-à-dire, en fait, le principe de DevOps, c'est le même principe que l'agilité, hein. Le DevOps, c'est Mhm. juste la mise en pratique de l'agilité de bout en bout, mais c'est de permettre à une équipe d'être complètement autonome et de dire, bah voilà, vous choisissez vos outils, vous choisissez votre manière de travailler, vous avez Mhm. un but, c'est de livrer de livrer le produit et de livrer vite le produit parce que les utilisateurs vont vous faire du feedback rapidement, etc. Mais donc, il va falloir mettre en place déjà cette culture du feedback qu'on n'a pas forcément. Euh, Mhm. dans beaucoup d'équipes, en fait, vous avez la partie métier qui va récupérer le feedback, qui discute pas avec les développeurs. Donc, les Mhm. développeurs ne savent même pas comment utiliser leurs produits. Il y a des problèmes de culture de la mesure, et ça, c'est pareil. Bah, ce sont des choses culturelles, mais j'ai déjà vu plusieurs produits où, en fait, les, euh, les métriques pour calculer, par exemple, je sais pas, si on travaille sur un site de e-commerce, notamment sur la partie panier, par exemple, on veut peut-être mesurer le nombre d'articles qu'on met dans le panier, s'il y a une amélioration, ou si, enfin voilà, il y a peut-être des métriques métiers concrètes en fait qu'on va vouloir mesurer. Et Mhm. généralement, on livre le produit avant de se dire comment je vais monitorer. Et donc, il y a vraiment un switch à faire sur bah, comment monitorer, ça se pense avant. Pareil, la Ah ouais, ouais. sécurité, ça se pense en amont. Il y a plein de choses en fait qui doivent être pensées en amont. Et donc ça, c'est un Mhm. changement culturel. Et donc ça se fait aussi par l'accompagnement managérial qui doit accorder du temps, on va dire, alors que beaucoup de managers considèrent non productif, c'est-à-dire, même des développeurs considèrent non productif, c'est-à-dire on ne tape pas au clavier, on est tous réunis ensemble pour concevoir le produit. C'est-à-dire, on est avec le tableau blanc, les gens qui sont autour de la table, alors quand c'est possible, hein. Maintenant, en télétravail, on peut faire un peu différemment, mais le principe, c'est de se réunir et d'essayer, en fait, de penser comment on va concevoir la solution et de préparer, de planifier, etc. Beaucoup de planification pour qu'en fait, la partie purement codage aille le plus rapidement possible. Donc, plus de préparation et moins de temps gaspillé sur vraiment la partie tech. Comment on arrive à systématiser ou bien à réussir à intégrer aussi dans les équipes cette partie retour d'expérience et surtout la partie, comment on dit ça, apprentissage et la partie grosso modo, euh, ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a vu, on a reporté ça et on vous partage ça tout le temps, continuellement, sans que il y ait du découragement en fait sur la ligne. C'est difficile, surtout, alors surtout Même quand s'il le on a faut, hein. ouais, non, mais surtout quand on a un Mais, PC tech comme le mien et on voit que les équipes s'embourbent. ouais. Euh, Souvent, moi, quand j'essaie de partager mon retour d'expérience, on m'a dit, ouais, mais c'était pas le même contexte, donc on veut pas t'écouter. Et, euh, et donc, et donc, des fois, c'est assez compliqué. Ouais. Euh, donc, maintenant, moi, ce que je fais, en fait, souvent, je fais des diagnostics de ROI pour voir à peu près bah, là où il y a des thématiques qui pêchent ou pas. Donc, on se retrouve avec une sorte de radar. Et puis après, je dis aux équipes, bah, choisissez en fait. C'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Voilà, Ouais. vous avez plein donc dans Dora, on parle de capabilities, de capacités, c'est tous les leviers d'action. Voilà, vous en avez 30. Faites votre choix par rapport à là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Faites votre choix, on va expérimenter pendant une période de temps. Et puis, on va voir un petit peu si ça apporte vraiment la valeur. Mais ça a été beaucoup, peut-être mon problème, d'être un peu trop en position haute de sachant. Et donc, il faut réussir à retirer sa casquette de sachant pour ne pas influencer les équipes et puis bah, les laisser faire leurs propres erreurs. Je parlais tout à l'heure de parentalité, mais si en fait vous portez votre fils sur le toboggan, donc vous le laissez pas monter sur l'échelle parce qu'à chaque Sur fois qu'il l'échelle, ouais. essaie de monter sur l'échelle, il tombe et donc en fait vous le laissez pas expérimenter, il n'apprendra jamais à monter à l'échelle. Par Mhm. contre, si vous lui dites bah vas-y monte à l'échelle, par contre, enfin voilà, il sait que s'il tombe, vous le ramassez, ben, en fait, il va vouloir expérimenter une montée à l'échelle.
Donc voilà, c'est un peu ça. Faut vraiment essayer de se mettre en retrait et juste de proposer voilà, dire voilà, vous avez l'embarras du choix sur ce que vous voulez commencer et c'est à vous de choisir vos expérimentations. Et là, maintenant, l'apprentissage est en train de prendre une autre dimension, avec tout ce qui est arrivé de l'IA et de l'IA générative. Comment vous arrivez à faire vivre les deux, l'humain et l'automaticité ou bien l'automatisation qu'apporte l'IA, en fait, quoi, tout simplement. Euh, alors pour l'instant, j'ai encore peu eu d'équipes qui utilisaient vraiment l'IA pour développer. Par contre, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour voir un peu ce que ça allait apporter et je me suis rendu compte que quand on était senior, ça pouvait vraiment être pratique. Quand on était Mhm. junior, le problème, c'est que des fois, elles sortent des choses qui ne marchent pas. Et en fait, si on ne sait pas troubleshooter, Ouais. bah, en fait, on va se retrouver vite bloqué. Et le problème, c'est qu'en fait, elle tourne en boucle et elle propose toujours la même solution. Donc, on se retrouve, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire, etc. Et donc, ça peut être très problématique pour un développeur junior qui n'a pas des bonnes habitudes, qui n'a pas voilà, une certaine expérience. Alors, moi, j'ai jamais fait de développement, moi, j'étais plutôt côté production. Mm. Mais côté Même production, en production, bah, quand on écrit les scripts batch aujourd'hui, en fait, on ne les écrit plus tout de zéro, quoi, ou bien des scripts. On demande à l'IA d'écrire une grosse partie, quoi. ouais, non, moi, ce que je voulais dire, Mm. c'est que venant de la production, j'avais beaucoup de problèmes enfin, de troubleshooting à faire parce que quand on est en Ouais, production, c'est ça. on a les trucs qui ont été développés par d'autres équipes et puis on doit trouver en fait l'origine du problème et la corriger ou alors en tout cas router. Donc en fait, on a cette habitude de faire du troubleshooting, d'aller Mhm. regarder le code, de savoir lire du code, même si on n'est pas forcément très bon pour écrire du bon code. Par contre, on sait lire et on sait trouver ce qui va pas. Donc moi, en tant que troubleshooter, j'étais capable de troubleshooter les propositions de l'IA De quand ça ne l'IA, ouais, fonctionnait pas. bien sûr. Mm. Mais quelqu'un qui n'a pas cette expérience, en fait, ça va être très compliqué. Donc, pour l'instant, puis il faut voir aussi ce que ça va donner. Là, aujourd'hui, on a des managers qui disent, bah, finalement, je vais plus avoir besoin de testeurs parce que l'IA, c'est écrire les tests. Et en fait, on va se retrouver avec des problématiques où, de plus en plus, on entend un certain nombre d'entreprises qui licencient des gens pour faire Ouais. appel à l'IA et derrière, on a des gros problèmes de sécurité qui arrivent avec l'IA parce qu'en fait, les gens ne relisent pas le code qui a été pondu par l'IA et du coup, on a, bah, je crois que c'est aux États-Unis, quelqu'un qui avait fait une application avec de l'IA et où on mettait les femmes pouvaient mettre leur carte d'identité, je sais plus exactement ce que c'était que ce service à la base. Et il y a une Mhm. faille de sécurité et toutes les cartes d'identité des femmes se baladent maintenant dans la nature, ce qui pose énormément de problèmes, voilà, pour le harcèlement, etc. Donc, Mm. l'IA, faut y faire attention. Vraiment, faut l'utiliser avec un certain sens éthique, responsable, juridique aussi. Est-ce que vous direz que l'IA, dans la tech surtout, ou bien professionnellement parlant, l'IA c'est pour les seniors et peu pour les juniors? Est-ce que vous direz Alors, des choses comme ça, vous? alors ça dépend. On peut l'utiliser en tant que junior aussi pour se former, par exemple. Mhm. C'est-à-dire, on va travailler sur des petits projets perso Mhm. en faisant du vibe coding, mais du coup, en disant, bah, décris-moi toutes les étapes, etc., et lire un peu les retours, parce qu'en fait, sur cette partie-là, et pour faire de l'architecture, etc., moi, je me suis rendu compte qu'avec Gemini, par exemple, il Ouais. expliquait relativement bien le raisonnement. Mhm. Par contre, c'est sur la production de code où ça pêchait. Mais sur le raisonnement, il était très intéressant et donc ça peut être utilisé aussi oui, pour se former, mais il faut aussi, du coup, avoir un esprit critique sur ce qui est produit. Et du coup, là, comment on est en train de passer depuis ça, dans l'ère de l'IA et du vibe coding, comment on fait pour se rassurer qu'autour de tout ça, il y a d'abord l'humain qui est toujours au centre, en fait, quoi, de toutes les décisions, de tous les choix, de toutes les actions, en fait. Bah, c'est compliqué parce que là, du coup, c'est des décisions qui sont souvent, alors, je dirais pas managériales au sens middle manager, ce qu'on rencontre nous dans nos métiers, mais Mhm. plutôt au niveau C-level et au niveau actionnariat. Parce que Ouais.
c'est eux qui vont pousser pour mettre de l'IA partout et pour Mhm. supprimer les humains parce que Mhm. les humains, ça coûte cher, les humains, blabla, blabla. Ils veulent toujours plus d'argent. Et donc, en fait, c'est eux qui poussent vraiment à une utilisation effrontée de l'IA. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément beaucoup la main. Il faut qu'on Moi, je pense qu'il faut quand même continuer à alerter sur les risques de l'IA. D'ailleurs, c'est ce Mhm. qu'on va faire. Il y a DevOps Rex qui a une grosse conférence DevOps qui aura lieu début décembre à Paris. Et on Ouais. a une track sur l'IA en production. Et dans la keynote, justement, on va défendre l'utilisation de modèles plus éthiques, enfin d'avoir une approche beaucoup plus éthique et responsable et durable de l'IA, parce qu'il y a à la fois son impact environnemental, impact sociétal, impact social. Enfin, il y a beaucoup d'impact avec l'IA qui n'est pas forcément aujourd'hui pris en compte et qui risque de nous mener vraiment dans une société qui risque d'être de plus en plus compliquée. Et si on veut que l'IA soit plutôt au service de l'humain, euh, Ouais. et donc d'avoir un futur désirable, en fait, c'est dès maintenant qu'il va falloir y penser. Donc, Ça veut dire il faut des leaders qui viennent devant, voilà. qui passent en amont des autres pour défricher un peu le terrain, peut-être. Bah, défricher et puis dire, voilà, nous, notre version désirable de l'utilisation de l'IA. Donc, comment on y va? Donc, par exemple, une Mhm. IA qui utilise beaucoup moins d'eau, etc. Donc, ça va demander à mettre en place des architectures qui vont être peut-être différentes. Mais il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment en donnant un narratif désirable et non pas suivre aujourd'hui ceux qui nous proposent des choses de l'IA ont des Mhm. narratifs qui sont quand même de l'ordre du Le cyberpunk. capitalisme. Ouais. Donc, alors pas du court-termisme, mais il y a une vision quand même très cyberpunk euh, D'accord. dans leur vision. On Mhm. parle de gens qui parlaient avant de transhumanisme, qui parlaient euh, ouais, de l'humain au service de la tech, etc. Euh, Mhm. et donc, du coup, il vaut mieux avoir un narratif qui est plutôt solarpunk, c'est la tech au service de l'humain. Mais donc, c'est avoir un narratif différent pour pouvoir innover différemment. Et si on fait ça, et qu'on dit que on va mettre comment on dit ça, des leaders qui vont commencer par analyser tout ce qui se passe dans l'univers, surtout que cet univers, c'est un peu comme les champignons, ça pousse tous les jours de partout. En fait, il faut réussir à se retrouver aussi dedans. Euh, Est-ce qu'on fait confiance à cet humain-là pour ce qu'il nous dit, ou alors on rechallenge ce qu'il nous dit avec une IA encore, quoi? Parce que quand vous donnez un rapport aujourd'hui à un manager, ou bien quand quelqu'un prend un CV aujourd'hui, ou quand quelqu'un prend, peu importe ce qu'il a à faire, souvent, on commence par demander la première trame au moins d'abord à l'IA, en fait, quoi. Bah, là, je sais qu'il y a certains leaders déjà qui se positionnent sur une vision plus narrative, plus intéressante. Ce sont des leaders qui travaillent avec différents organismes et différentes entreprises autour d'innovation, notamment sur la recherche médicale, enfin, sur pas mal de choses qui sont au service de l'humain. Donc Mm. elle a donc je sais plus le nom de cette personne. J'avais suivi une conférence de cette personne l'année dernière et du coup euh, dans sa conférence, elle a concaténé un peu différentes expériences qu'elle a vues à droite et à gauche des collectifs avec lesquels elle a pu travailler. Et donc, en Mhm. fait, elle travaille son narratif là-dessus en disant, bon, bah voilà, il y a aussi des choses positives qui se font. Maintenant, construisons le narratif. Et le narratif du solarpunk, il est assez facile. Hein, vraiment c'est la tech au service de l'humain. C'est d'avoir une approche économie solidaire. Il y a beaucoup de choses autour de la permaculture. Donc, Mhm. c'est comment on va pouvoir y tendre avec de l'IA. Mais du coup, voilà, c'est un imaginaire qu'il faut construire et c'est pas l'IA qui va construire l'imaginaire. L'IA ne sait pas construire un imaginaire. Elle va juste répondre. C'est une sorte d'autocomplétion, mais Mhm. c'est à nous humains d'imaginer notre futur. Est-ce qu'on va pousser maintenant les équipes à s'appuyer sur l'IA pour augmenter la vélocité, ou alors on va dire, restez comme vous êtes, mais faites attention à ce qui se passe à côté? En fait, c'est à double tranchant. Dans les équipes qui sont déjà performantes, Mhm. l'IA va pouvoir leur permettre de gagner de la performance. Dans les équipes qui sont pas du tout performantes,
l'IA, au contraire, va les plomber. Ça a été démontré par le DevOps Research and Assessment Mhm. dans leur dernier rapport. En fait, l'IA, tout comme l'agilité d'ailleurs, va grossir les traits. En fait, il va mettre en évidence là où ça marche et là où ça marche pas, là où une organisation elle est en difficulté et là où elle marche bien. Donc en fait, ça va nous permettre de voir un peu ces équipes qui sont en difficulté. Mais du coup, comme je dis, elle peut être vraiment bloquante pour des équipes qui sont pas formées, qui sont juste des gens qui font du code, mais qui sont pas des ingénieurs logiciels. Donc voilà, ça vraiment bah, pas les amener dans le bon endroit avec des failles de sécurité, du code qui va être difficile à maintenir, des choses comme ça. Alors qu'une équipe qui a déjà des bons réflexes de développement logiciel, en fait, ça va Mhm. accélérer. Mais du coup, maintenant que vous êtes plutôt dans l'animation des équipes et que vous êtes plutôt en train comment dire ça, d'accompagner les membres des équipes à montrer le meilleur d'eux, en fait, moi, j'ai une question, en fait, encore sur demain, c'est la partie que moi j'aime le plus, en fait. Quelle est votre définition, voilà, d'un leadership humaniste, en fait? Pour moi, un leadership humaniste, c'est un leadership qui va se concentrer déjà sur l'humain. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de leadership qui ne se concentrent pas sur l'humain. Quand on parle de ressources humaines, souvent, Ouais. par exemple, l'humain passe à la trappe. On devient juste des ressources qu'on peut positionner là ou là ou là, malgré, même si on n'a pas les compétences. Donc, le leadership humaniste, déjà, c'est un leadership qui va être plus en servante leadership, donc au service des autres. Il va essayer comme un jardinier, il va essayer de faire grandir ses collaborateurs. Faut qu'il y ait aussi une démarche éthique, c'est-à-dire qu'en fait, l'humain s'inscrit dans un système qui est plus grand, qui est le système de notre planète, et que si on est dans un leadership qui considère que l'humain a tous les droits sur notre planète, en fait, on va dans le mur parce que on est en train d'épuiser toutes les ressources de la Terre. Donc, en fait, il faut aussi un leadership qui ait conscience, en fait, qu'on s'inscrit dans un système, dans un écosystème au sens large et donc respecter nos écosystèmes, pas Mhm. prendre plus que ce que la Terre est capable de donner. Et puis aussi avec des normes sociales et sociétales, c'est-à-dire essayer d'avoir quelque chose d'un peu éthique, c'est-à-dire on a vu pas mal d'entreprises qui malheureusement ont pris des positions dans certaines guerres, etc., ou même qui manipulent des peuples, etc., pour l'accaparement des ressources, notamment sur le continent africain avec la société Bolloré. Là, on n'est pas du tout sur une démarche éthique. Donc voilà, Mhm. c'est pour moi le leadership humanisme, c'est un leadership qui doit aussi de dire mon impact doit toujours être positif, que ce soit pour la planète, pour mes salariés et pour les humains globalement. Quand on rentre dans une équipe, souvent, on a plusieurs profils et surtout plusieurs, j'appelle ça personnalité. Voilà. Chacun a ce en quoi il croit, chacun a sa vision des choses, chacun a sa vision de la vie. Comment on fait pour que tout ce beau monde-là trouve un sens commun, en fait, quoi, qui les pousse à grandir ensemble et produire ensemble aussi, quoi. Normalement, le sens, il va se construire déjà au niveau de l'organisation. Mhm. Quand on rentre dans une entreprise, on n'y rentre pas n'importe comment. C'est peut-être parce que, enfin voilà, on était motivé pour entrer dans. Alors après, effectivement, il y a de dire j'y vais juste pour l'alimentaire, mais globalement, normalement, on rentre dans une entreprise, on a été motivé pour entrer dans une entreprise, donc c'est que l'entreprise est porteur d'un sens. Si elle est Mhm. encore capable d'emporter, parce que c'est un autre problème. Mais donc, du coup, il faut que l'entreprise, elle puisse diffuser ce sens un peu partout, voire co-construire le sens avec ses collaborateurs. Un des exemples assez connus, c'est l'exemple de Radat, où le sens et la phrase qui résume le sens de Radat a été co-construite, donc ça a mis du temps, mais avec l'ensemble des collaborateurs, et donc il y a eu un consensus qui s'est dégagé. Mhm. Donc, quand il y a cette co-construction du sens, déjà, ça va motiver les gens. Et après, sur le produit sur lequel on travaille, est-ce que le produit a du sens ou pas?
ou est-ce que on va nous donner, est-ce que il y a un système architecte qui va nous donner le travail à faire et moi je dois exécuter. Et là, du coup, on a une perte de sens. Donc en fait, si vraiment on a une approche produit et qu'on construit ensemble le produit, en fait, on va construire le sens ensemble. Mais Avec, malheureusement, c'est souvent pas appliqué. Et ouais. donc, il y a une perte de sens dans les équipes, de démotivation, de désengagement. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui là, quel est le message que vous donnerez à quelqu'un qui débute en tant que, comment on dit ça, agile master, facilitateur dans les équipes, manager en fait, quoi, tout simplement. D'arrêter de lire les frameworks et de commencer à s'intéresser à la science, et notamment Ouais. sciences sociales. En fait, Mhm. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agilité est antérieure au manifeste agile de développement logiciel. L'agilité est née dans les années 90 en réaction au modèle toyotiste. Et le principe, c'était de dire une entreprise agile est une entreprise qui est capable de s'adapter au changement. Et Ouais. on ne dit pas comment. Elle est capable de s'adapter au changement et faites confiance aux équipes qui font pour s'adapter, en fait. Faites leur confiance. C'est elles qui font, c'est elles qui savent. Donc, c'était ça le principe. Donc, il n'y avait pas de framework prescriptif, etc. Mhm. Et dans le manifeste agile, il y a la première des valeurs, c'est nous valorisons les gens et leur interaction plutôt que les process et les outils. Les frameworks, etc., sont des process et des outils. Les Mhm. gens et leur interaction sont, heureusement, il y a des sciences qui en parlent. Ça s'appelle les sciences sociales. C'est les Mhm. sciences des gens et de leur interaction. Et en fait, on en apprend beaucoup plus en ouvrant des bouquins de sociologie, d'anthropologie, etc. Parce que l'anthropologie, c'est l'étude des cultures. Mais en fait, bah, une entreprise, c'est un groupe social et donc ça a sa propre culture. Et donc, en Mhm. fait, en allant chercher du côté des sciences sociales, donc il y a la sociologie. Donc, en sociologie, la sociologie des entreprises, anthropologie des entreprises, psychologie sociale, psychopathologie du travail. Enfin, il y a plein de domaines scientifiques, sciences de la complexité, parce que les humains, quand ils sont ensemble, bah, ça devient un système adaptatif complexe. Et donc, bah, il faut pas agir comme si c'était un modèle compliqué. C'est pas parce qu'on met plusieurs humains ensemble que ça va marcher comme une horloge. Non, pas du tout. Justement, on est des sommes d'individualité. Et donc, va y avoir des effets qui vont émerger. Donc, on est un système complexe. Donc, adapter la science de la complexité. Et donc, plus peut-être aller voir du côté du cadre Knevin que vraiment de suivre à la lettre des frameworks comme Safe, etc. Euh, 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 Tout ce que vous dites là, ça j'adore, et puis je bois aux paroles, mais je me demande, est-ce qu'on peut faire votre métier si on n'a pas une grosse appétence sociale et anthropologique en fait, quoi. Euh, Bah, je pense que c'est difficile de faire un métier tourné vers l'humain si on n'a pas une appétence pour tout ce qui tourne autour de l'humain. Parce qu'Euh, en même temps on dit il faut tout mesurer, et en même temps on dit il faut écouter ce que les gens demandent quelque part, quoi. alors, moi, pour moi, les deux sont de la mesure. C'est-à-dire que il y a de la mesure quantitative, et donc ça va être les mesures d'aura, etc. Et les mesures qualitatives, tout ce que vont me dire les gens, que ce soit les feedbacks des utilisateurs ou les signaux faibles de la part des équipiers, c'est du feedback, c'est de la mesure, c'est des choses qui sont mesurables et on sait qu'on va pouvoir, il y a des choses à travailler. Donc pour moi, les deux sont de la mesure. Il faut prendre les deux parce que ça apporte de l'information. Pour moi, on peut pas dissocier les deux. Enfin, on peut pas les mettre en opposition. Il faut, au contraire, avoir les deux. Les choses qu'on puisse bah, tracer des vecteurs et Mhm. avoir du coup les choses qui font sens. J'ai un ancien collègue qui s'appelle William Bartlett et qui parle, c'est lui qui m'a initié à Knevin et Mhm. qui parle beaucoup de sense making. Et en fait, quand on fait parler les gens, on est capable en fait de pouvoir mesurer en fait les choses qui font sens ou pas et de pouvoir agir et donc de capter d'une autre forme l'information. Et il y a donc, l'idée c'est de dire, on met l'être humain, si je résume ce qu'on s'est dit depuis là, on met l'être humain au niveau, au centre de tout, et à partir de ses aspirations, ce qu'il veut faire au maximum, on réussit à produire
des solutions de qualité, en fait, quoi. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Oui, bah, alors, de qualité et puis des choses qui sont vraiment tournées, on va dire, peut-être au niveau éthique. Parce que quand on va créer des produits pour créer des produits qui n'ont pas forcément de consommateurs et que derrière, on va créer des campagnes marketing pour faire vendre le produit, pour créer un besoin, etc., on n'est pas déjà dans une démarche très éthique parce qu'en fait, on va prendre déjà plus à la terre que ce qu'il y avait besoin. Il n'y avait pas de besoin à la base, on va créer un besoin. On n'est pas Mhm. sur une démarche qui est très bonne globalement d'un point de vue systémique, mais systémique global, quoi. On est en train d'en mourir en fait de cette approche. On est en train de tuer notre planète. Donc, je pense que si on se recentre vers l'humain et faire ce qui est nécessaire pour l'humain et pas plus, on va peut-être retourner vers quelque chose, pour moi, de plus responsable en tout cas. Avant de conclure notre échange là, mais vraiment merci encore pour tout ce que vous nous dites depuis là. Sur la base de vos expériences, quel est le conseil que vous donnerez aujourd'hui à la prochaine génération de DevOps, de managers en fait, quoi, qui vont rejoindre les équipes encore? Je sais pas, je sais pas si j'ai beaucoup de conseils. Pour moi, c'est de pas avoir peur pas avoir peur d'expérimenter, pas avoir peur de se tromper, parce que du coup, chaque erreur est une source d'apprentissage. Mhm. Et donc, tester des trucs, tester, ne blâmer personne et expérimenter au maximum. C'est les plus grosses transformations que j'ai vues qui aujourd'hui fonctionnent encore très bien. C'est la nature qui les a fait. Et la nature, elle ne fait qu'expérimenter, rater, tester des trucs. Et je pense que si on devrait choisir un modèle, c'est vraiment s'inspirer de ce qu'elle fait, parce que c'est les oiseaux volent. Ça par transform enfin voilà, ça a mis longtemps pour développer le vol, mais c'était un effet émergent et un ensemble d'effets émergents, de mutations. Et aujourd'hui, bah, on a des oiseaux qui volent, on a une diversité phénoménale dans la biogénétique. Donc, il faut s'inspirer de ça. Ah, mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Même si pour les expérimentations, il faut réussir à tomber dans les entreprises et les équipes qui te le permettent, quoi. C'est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir le faire. Ah bah, il faut une sécurité psychologique au travail. Ça, si on n'a pas la sécurité psychologique au travail, on est quasiment sûr que le système va être problématique. Ah, super. Donc, faut commencer Merci par là. encore pour l'heure qu'on a passé ensemble. C'est très gentil de votre part. Bah, de rien. Merci pour l'invitation. Ben, c'est moi, c'est moi. J'ai adoré surtout la clarté de ce que vous nous expliquez là. Ça change un peu de la tech pour la tech, en fait. Ça me remet vraiment l'humain au centre du jeu, en fait, quoi. Mais bah, pour moi, c'est le plus important. Ouais, bien sûr. Parce que quand on a l'humain derrière, on est capable de soulever des choses. Après, on va dire ça comme ça. Parce que si les équipes sont pas Exactement. contentes, on produit pas des belles choses derrière. Et puis, alors, je sais qu'il y a des théories qui sont, pour moi, que je ne comprends pas. Comment ces théories ont pu arriver à faire Émerger. autant de vagues émerger puis faire autant de vagues dans le management, notamment l'Homo economicus, les théories de Milton Friedman, qui étaient purement de l'idéologie. Mais Mm. il faut savoir que l'humain n'est pas feignant, l'humain n'est pas égoïste, etc. Il y a beaucoup d'humains qui sont au service des autres. L'humain est quand même la seule espèce terrestre qui a influencé complètement l'écosystème sur lequel elle vit. Mhm. Et, et l'humain a même été capable d'envoyer des objets manufacturés en dehors de notre système solaire. Donc, Mhm. en fait, l'humain est capable de grandes choses. Donc, ayons confiance en l'humain. Super. Merci beaucoup. Hein, on va terminer sur ces belles paroles de confiance en l'humain, en fait, quoi. Pas de rien. Merci. Ben, allez, À allez. bientôt. Au revoir.